l'entreprise, sa mission fondamentale, c'est quoi? C'est de produire. C'est de produire. Et pour produire, il faut pouvoir engager ses collaborateurs. Les conditions de l'engagement se trouvent altérées. C'est-à-dire, dans l'urgence, on fait les choses. Mais dans l'urgence, on est aussi en train d'altérer les conditions de l'engagement. Et donc, si les conditions de l'engagement s'altèrent, l'efficacité de l'entreprise à terme peut être questionnée. Et si l'efficacité de l'entreprise à terme est questionnée, c'est sa capacité employée qui est questionnée. Et donc, il faut impérativement que les dirigeants que nous sommes se préoccupent de cette problématique. Sur le plan déjà de l'immobilier, il y a un sujet en court, en long. Il faut maintenant se poser les questions, les bonnes questions là, des métriques, c'est-à-dire, comment on se stabilise en termes de temps de travail? Qu'est-ce que ça veut dire sur le besoin de fréquentation du bureau par les collaborateurs? On atterrit où? Combien de mètres carrés dont j'ai besoin utilement? Là, il faut apporter des réponses maintenant, assez rapidement à ces questions, parce que derrière, il y a les conditions de l'engagement sur lesquelles on va travailler, et ça, c'est plus long. Alors, par ailleurs, il faut sauver les entreprises, il faut sauver le cash. Donc, par ailleurs, on sait que les entreprises sont en train de renégocier leur bail. 7 entreprises sur 10 renégocie son bail, 4 sur 10 va restituer des espaces. Donc oui, ça aussi, ce sont des métriques. Et une fois qu'on a ça, ça permet de se projeter. La question, c'est comment on se projette. Une fois qu'on a les données pour prendre des décisions, comment on se projette? Ouais, si je peux réagir, et ce qu'on se dit en fait, c'est qu'il y a une période de plusieurs années qui s'ouvre où en gros les entreprises vont faire des choses très différentes. Il va y avoir des expérimentations dans tous les sens. On le voit entre PSA qui dit tout d'un coup tout le monde part en télétravail, ou Zuckerberg qui fait ses annonces avec la moitié de ma boîte sera en remote dans les 5 ans. D'autres boîtes qui s'accrochent à leur siège et chaque personne garde son siège. Je discutais avec une boîte du service public où vraiment ils ont acté le télétravail, mais chacun garde son siège, donc ce qui est une ineptie totale parce que les bureaux vont être vides et donc vont perdre leur énergie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut, comme on le dit, se poser, voir ce qui se passe, analyser, prendre son temps, y avoir des best practices qui vont émerger selon les cultures, selon les boîtes, et prendre des décisions qui sont, on va dire, au fil de l'eau et surtout pas se hâter, quoi. C'est un temps long, comme le disait Jean-Claude. Et ça c'est important, prendre son temps. Pour justement, Clément, on va revenir sur le sujet des baux dans un instant. Comment ça se passe, tiens, in situ, là, dans un site de coworking, qui est donc un espèce de tiers-lieu? On rappelle, bon, il y a ces plateaux ouverts où il y a tous les freelances, les indépendants qui peuvent venir, et puis les bureaux fermés en général dans les étages. Qu'est-ce que vous avez remarqué au cours de cette année, sur les derniers mois en particulier? Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a plutôt des petites et moyennes boîtes, donc elles réagissent très vite. Contrairement à des grands groupes qui prennent plus leur temps, ils ont raison. Une boîte de 30 personnes, elle réagit très vite. Et une des premières choses qu'on a observées, c'est un coup de fil en disant « Bon, maintenant, on passe en télétravail, on n'a besoin de plus que de la moitié des postes. Je veux avoir 30 badges, mais 15 postes. Et les gens vont tourner sur les postes et on va se réorganiser pour mieux utiliser nos bureaux. Je veux plus de salles de réunion. » Alors, j'ai discuté avec une boîte de 100 personnes. Et c'est exactement ce qu'elle m'a dit. On va mettre en place maintenant une organisation où il y aura la moitié de postes au bureau, voire 40% de ce qu'on avait avant. On va se voir une fois par semaine et on va se faire un séminaire tous les trimestres de 1 semaine tous ensemble. Alors c'est une boîte de 100 personnes, c'est pas forcément possible avec 10 000 personnes. Mais ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que pendant 3 mois, on se voit de façon un petit peu informelle sur les projets, etc. Et il y a 1 semaine où il y a une sorte de shoot d'énergie, de culture et de mise en commun des savoirs, de formation, de transmission, et qui se fait de façon très périodique tous les trimestres. J'ai trouvé que ça c'était une décision post-crise en termes d'organisation qui me paraissait très intéressante, qui répondait pas mal au sujet du moment. Donc, en fait, voilà, ça c'est pour vous donner un exemple d'une boîte moyenne. Les petites boîtes, elles ont réduit leurs espaces, clairement, et puis elles se réorganisent et puis elles travaillent avec les flux. On observe une demande plus de salles de réunion, donc les gens veulent plus se réunir, donc ça c'est une évidence. On viendra au bureau pour se voir et pour collaborer. Ce qu'on se disait sur la réunion Teams à 5 ou 6, en fait ça devient très difficile. Dès qu'on dépasse 2 ou 3 personnes sur Teams, d'interagir, de se couper la parole, de collaborer. Donc ça va être plutôt en physique. Donc typiquement, on va voir dans les espaces plus de salles collaboratives, de salles de réunion, d'endroits où on fait des points, et moins de salles de production, moins d'espaces de production. Donc quelles sont les proportions? Ça va dépendre de chaque boîte, des métiers, etc. Cet exemple que décrit Clément, Emmanuel, ça peut être une
une nouvelle idée de créer de la performance ensemble, justement avec des temps où le travail est très productif, on n'a pas besoin de se voir, on est chez soi peut-être, dans un tiers-lieu, et puis on se réunit vraiment pour partager, pour échanger, pour avoir un peu la boîte à idées. C'est ce que vous observez, vous mettez déjà en place? C'est très caricatural. Il y a plein d'autres moments qui sont très importants. La table dans le dos, le petit chit-chat de 1 minute sur quand on se croise. Tout ça sont des éléments qui sont essentiels au faire ensemble. Et ça, il faut quand même le retrouver. Donc, c'est pas juste on produit, on se réunit. Il y a une myriade le déj, la machine à la café, tous ces moments en fait. Le déjeuner, il n'y en a plus, tout est fermé. Oui, non, mais on va le retrouver. Tout ça sont des moments cruciaux de la culture d'une boîte. Emmanuel, sur la... Moi, en fait, on n'observe pas chez les bosons la mise en place de rites et rituels qui tirent déjà les enseignements de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on est encore dans une situation d'hébétement pour la plupart des organisations. Et les dirigeants sont bien en difficulté aujourd'hui de faire atterrir des certitudes et des convictions sur la manière dont on va bosser demain. C'est des enjeux stratégiques, en fait, quand on tire le fil qui drague l'intégralité de l'organisation, de sa colonne vertébrale managériale, de son implantation sur le territoire, de son business model in fine, parce que dans la structure de coûts, la partie immobilière pèse très lourd dans la plupart des boîtes. Donc nous, ce qu'on observe, c'est que pour l'instant, on est plutôt en réaction. On essaye de s'adapter tant bien que mal à ce qu'il se passe. Moi, j'avoue, alors pour le coup, je ne suis pas du tout moderne sur ce sujet, hein, je suis très old-fashion, mais je crois profondément aux espaces qui permettent de se réunir, au bureau. À titre perso, moi, je me suis même posé la question de prendre des espaces plus grands pour pouvoir plus souvent être tous ensemble et faire venir l'intégralité des gens avec qui on bosse dès qu'on pourra de nouveau se réunir. Donc, je pense qu'il n'y a pas une réaction standard, il n'y a pas encore de rite et rituel best in class dont on pourrait parler. Il y a une contradiction, Jean-Claude Bastien. Vous dites les entreprises veulent plus de bureaux, enfin des bureaux plus de bien-être, plus de services, plus d'espaces de convivialité, plus d'espaces peut-être de réunion. Et en même temps, elles veulent moins de coûts, moins de mètres carrés, surtout en ce moment. Comment on résout cette... C'est l'énorme contradiction. C'est l'énorme contradiction. Qu'on soit directeur de l'immobilier aujourd'hui, qu'on soit investisseur, nos clients investisseurs, quand ils regardent leur portefeuille et ce qu'ils peuvent acquérir demain, ou les DRH, c'est l'énorme contradiction auquel on est confronté. On le voit, on voit bien qu'il y a ces demandes contradictoires. En fait, il faut prendre un petit peu de recul et voir qu'est-ce qui fait qu'on transforme des contraintes en valeurs positives. Hier, les entreprises subissaient, vraiment hier, avant le Covid, les entreprises subissaient des taux d'occupation de leurs espaces qui tournaient autour de 70%, 60%. Et vivaient avec, en le commentant régulièrement. Et puis de temps en temps, quand il y avait une petite pression sur le business, on réduisait les espaces. Mais enfin, on vivait avec ça. Hier, beaucoup d'entreprises considéraient que le télétravail, c'était pas pour eux, c'est compliqué, c'est pour faire plaisir aux salariés, c'est compliqué, etc. Hier, beaucoup de cadres dirigeants, je l'ai dit tout à l'heure, considéraient que ce n'était pas possible de manager avec du télétravail. Aujourd'hui, on est passé dans un regard positif là-dessus. Donc, du point de vue de la problématique que vous m'avez adressée, avoir un regard positif qui consiste à dire « Ok, il faut que, effectivement, je fasse mieux dans mes espaces. Et je veux aussi moins d'espace, mais je veux faire mieux. » Donc, comment je résous ce problème-là? En le regardant positivement, ça fait apparaître la façon d'adresser aux professionnels de l'immobilier des questions pertinentes. Nous, c'est des questions auxquelles on se pose chez Nexity dans les équipes de promotion et les équipes de gestion et de service. Il y a des questions que demain, auxquelles on va devoir apporter des réponses. Il y a aujourd'hui des choses que nous sommes en train de préparer où il y a déjà des éléments de réponse. Lorsque des espaces qu'on va sortir dans nos projets, que ce soit le campus Engie, que ce soit le projet Brunzo, on travaille sur la réversibilité des espaces, on travaille sur la flexibilité des espaces. Mais ce n'est pas simple, parce qu'au cours d'une table comme ça, on échange et on va vite et on ne s'arrête pas sur les sujets qui font mal. Mais je prends des choses extrêmement concrètes et pardonnez-moi si je prends 2 minutes sur le concret, pur concret. Non, justement, on veut des exemples. Le pur concret.
Le pur concret. Le besoin du sein. Quand tu dis souvent, Emmanuel, les salariés ont besoin qu'on prenne soin d'eux et que les entreprises doivent prendre soin des collaborateurs. Sujet très simple, la qualité de l'air. Ça paraît une évidence quand on le dit, mais aujourd'hui, on mesure quoi dans la qualité de l'air? On mesure le taux de CO2, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. On n'est pas encore au niveau de Air Paris avec mesure des particules fines, identification des niveaux de toxicité, etc. Il va falloir qu'on aille là. Il va falloir qu'on y aille. Nous, promoteurs, il va falloir qu'on travaille là-dessus, qu'on propose des méthodes, qu'on propose nos bâtiments en fonction de valeurs sanitaires là-dessus. Et nos investisseurs, clients-investisseurs vont l'exiger. Et les utilisateurs vont l'exiger encore plus. Autre exemple, la flexibilité. Clément en a parlé. Plus d'espace collaboratif, un peu plus, un peu moins, etc. Mais les murs sont têtus. Sont durs surtout. Et donc, comment on fait ce plus de flexibilité? Nous, on travaille là-dessus parce qu'il y a des contraintes techniques à gérer. Il y a des contraintes de sécurité, des contraintes de circulation. Donc, comment on fait fonctionner tout ça et livrer des bâtiments qui sont flexibles? C'est des sujets sur lesquels nous, on travaille concrètement aujourd'hui. Alors, comme c'est un temps long, nos réponses vont venir dans 2, 3, 4 ans. Mais on est en plein dessus parce que si on n'apporte pas ces solutions-là, on ne pourra pas répondre à ces questions fondamentales des dirigeants. Et puis je prends un dernier truc, que tout le monde a beaucoup de ceux qui ont acheté de l'immobilier et qui occupent de l'immobilier depuis 10 ans, ils ont avec eux. Ils ont par exemple le BIM. Alors le BIM, c'est le truc que les techs ont vendu en disant ça va faire papa, maman, achetez-le avec l'immeuble, c'est tout. Mais ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. Demain, avoir un double digital du bureau, lorsqu'il va falloir travailler les sujets de flexibilité, travailler les réaménagements, avoir un double digital du bureau, ça va être une vraie valeur ajoutée. Donc je peux déjà dire que le BIM qui ne sert à rien aujourd'hui, demain servira à quelque chose. Donc ça, demain, ça va être utile. Ça va être vraiment utile, parce que là, il va falloir réagir, avoir les plans digitaux pour savoir où je bouge ma VMC, où je bouge la circulation de l'air, comment je revois mon système de cloisonnement, etc. Vite. Ça va être utile et ça va redonner de l'importance au métier d'exploitant d'immeubles. Mais est-ce que les tendances sont accélérées aujourd'hui ou est-ce que c'est mis en avant à cause justement de cette crise sanitaire? Est-ce qu'on se pose encore plus ces questions qu'avant? Est-ce qu'il y a une accélération? Oui, c'est très concret. C'est très concret. Moi, quand nous discutons, nous, avec nos clients investisseurs, une fois qu'on a passé sur les généralités, on vient très vite là-dessus. C'est concrètement, vous travaillez sur quoi? Concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble? Concrètement, comment les immeubles sains, résilients demain, quels vont être les critères qui vont donner une valeur forte sur le sujet? Et ça, c'est des questions qui sont posées. Alors, on n'a pas toutes les réponses, mais on travaille ensemble sur le sujet. Un exemple concret, par exemple, on travaille en ce moment avec un groupe du CAC et sur un immeuble. C'est la première fois que j'entends la notion de poste alternatif. Donc, on va dire que c'est 900 personnes. Ils sont à peu près sur 500 postes de travail, donc quasiment la moitié de personnes, ce qui avant était impensable, c'est que chaque personne avait son poste, donc ça aurait été 900 postes. Maintenant, ils travaillent en position alternative, c'est-à-dire que c'est 500 postes pour 900 personnes et à peu près 500 positions alternatives. Position alternative égale le canapé, la table haute, donc c'est pris en compte maintenant. Et donc, on va sûrement avoir cette réflexion sur en fait, comment on organise la fluidité dans le travail, dans l'immeuble, et cette flexibilité dans l'espace. Et ces positions alternatives qui sont la salle de réunion, le sofa, la table haute, le petit point informel, et j'en passe, et la salle de sieste et la salle de sport dans laquelle on peut bosser. D'accord. C'est-à-dire les gros canapés en cuir qu'on seront trouve ici, seront des endroits de travail. On peut prendre son laptop. Ça devient un poste de travail. Mais ici, vous venez la journée, il y a des gens qui bossent en permanence avec leur laptop ou en réunion sur les canapes. Ça fait partie des endroits de travail. Donc ça va être pris en compte dans la façon de réfléchir à l'espace. Et pour revenir et pour prendre encore des exemples très concrets, aujourd'hui, la boîte moyenne, elle dépense 1 000 € par tête de pipe, par personne, sur l'immobilier. Si on imagine que demain, il y a 2 fois moins de postes, on pourrait imaginer que mathématiquement, elle ne dépense plus que de 500. Ce qui n'est pas vrai parce qu'elle va devoir rajouter des espaces collaboratifs, des espaces alternatifs. Donc on peut imaginer qu'elle va rajouter 20%. Elle va peut-être faire une économie finalement entre 20 et 30% si elle travaille bien son immobilier, puisque finalement entre le télétravail, les gens qui sont en vacances, etc., il y a quand même beaucoup moins de monde. Voilà. Si on travaille bien avec de la techno justement sur ces immeubles, on va pouvoir réduire sa facture.
Mais ça emmène aussi un autre coût qui, moi je pense, va être inexorable, c'est celui de permettre aux gens de télétravailler ou de travailler à distance, mais dans un endroit à côté de chez eux. Donc peut-être que ça va rajouter encore 10-15% sur la facture immobilier. Donc moi je vois un peu en prospectif, finalement une répartition du coût immobilier. C'est 1 000 € qu'il y avait par personne, et ils vont être répartis sur une archipélisation des espaces, sur des nouvelles ressources. Et donc ça va être très intéressant à suivre. Ça veut dire qu'en termes d'économie globale, finalement, on ne va pas forcément faire d'économie, ou un petit peu, mais ça sera plus en phase avec les souhaits et peut-être la performance de l'entreprise. Selon les entreprises, celles qui veulent vraiment faire des économies pourront aller chercher 10-20%, et les autres sont plutôt à 5%. Voilà. Cet exemple, c'est ce que vous appelez les mini-bureaux, Clément ? Quoi le concept de mini-bureau ? Le concept de mini-bureau, c'est effectivement de se dire que demain, il est inévitable que quand on sorte de chez soi à un quart d'heure, cette fameuse ville du quart d'heure, on ait un endroit où aller se poser de façon confortable pour bosser, avec un double écran, avec un endroit pour se faire un call, hors de chez soi, hors de cet endroit qui doit rester privé, dans un endroit social, bien foutu pour bosser. Et donc ce mini-bureau de quartier, pour moi, va apparaître. C'est, à mon avis, une nouvelle forme d'espace, de tiers-lieu, de coworking, qui va apparaître dans les années à venir. Et évidemment, on y travaille. Si les transformations que vous évoquez s'entendent à moyen terme, comment les entreprises, qui sont parfois engagées avec les baux, peuvent agir à court terme ? Alors, la réponse, en fait, est relativement simple. En réalité, aujourd'hui, dans un marché où, je vous ai dit, 7 entreprises sur 10 veut renégocier son bail, 4 sur 10 veut rendre des espaces, il y a un rééquilibrage de la relation entre bailleurs et locataires. Donc ça veut dire quoi ? C'est que la capacité de négociation du locataire s'est renforcée. Et donc aujourd'hui, il y a matière, il y a du grain à moudre entre bailleurs et locataires. Et d'ailleurs, on le voit tous les jours. Donc ça, c'est le premier élément. Baisser le loyer, obtenir des conditions d'accompagnement, etc. C'est le jeu de l'offre et de la demande qui, naturellement, tout va s'exprimer là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que des espaces se libèrent. Beaucoup d'espaces se libèrent. Et aujourd'hui, on a dans le champ des possibles, on a des professionnels qui sont capables aujourd'hui d'opérer ces espaces qui se libèrent. Et pour apporter de la sécurité aux investisseurs en leur disant nous, on est capable, dans un contrat gagnant-gagnant entre vous et nous, de prendre ces espaces et de vous trouver des occupants. Et puis, ils apportent aussi leur expertise d'exploitant pour dire à ceux qui vont prendre ces espaces à des conditions différentes qu'hier, on va les faire et on va les opérer dans des conditions qui vous vont à vous. On va faire du sur-mesure pour vous. Et ça, c'est des réalités d'aujourd'hui. On le vit tous les jours. Par exemple, nous, on a une structure qu'on a lancée il y a 1 an qui s'appelle Ipton en province. Aujourd'hui, il est sollicité et sursollicité d'opportunités de prendre des espaces en province pour satisfaire des besoins de PME qui cherchent des espaces, mais qui les cherchent au bon prix et des espaces qui leur ressemblent. Morning, justement, c'est partout en France ou c'est très parisien ? C'est très parisien pour l'instant. On réfléchit au national, mais pour rebondir sur ce que disait Jean-Claude et répondre très concrètement à la question, nous, typiquement, on bosse aujourd'hui avec Nestlé dans leur siège et Nestlé nous accueille. On a créé un espace de coworking chez Nestlé qui accueille plein de petites boîtes et des moyennes aussi. Et donc ça, c'est une nouvelle forme de collaboration avec d'un côté un grand groupe qui ouvre son siège, c'est quand même quelque chose de très 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 nouveau, à des petites boîtes et qui collaborent comme ça avec un nouvel écosystème. Et donc ça, c'est des sujets très concrets qu'on est en train de travailler. Et effectivement, on voit une opportunité, nous, très forte à aller aider des grands groupes qui vont lâcher entre 20 et 50% de leur mètre carré à venir valoriser ces mètres carrés, à créer des nouveaux écosystèmes dans leur siège avec de la sous-location, de la colocation, du coworking. Voilà. Tout ça, c'est des sujets qui nous animent. On l'a vu, il y a même des grandes chaînes d'hôtels qui sont en train de s'y mettre pour utiliser finalement la vacance. Alors je pense que ça, c'est très temporaire pour le coup. En ce moment, c'est pas gagné, mais vous voyez comme un concurrent ou pas ? Non, parce qu'à moyen terme, dès que la crise va passer, ils vont repartir sur l'hôtellerie classique. Je ne pense pas qu'ils vont garder ça, faire une mix entre hôtellerie et bureau. Ça ne me paraît pas évident en termes d'usage. Donc je pense que c'est très épisodique. Voilà. Oui, parce que, juste je rebondis, parce que les métriques sont très différentes. C'est-à-dire que
le gain pour le professionnel de l'hôtellerie à faire du bureau ou à faire de l'hôtellerie, il n'y a pas photo. Hein. Il faut mieux qu'il fasse de l'hôtellerie. C'est qu'aujourd'hui, comme il peut moins faire d'hôtellerie, il vient sur le bureau. Mais c'est très épisodique. Par contre, les codes de l'hôtellerie vont sans doute migrer dans le monde de l'entreprise. Comme le code de la maison, dans la crise précédente, la crise des subprimes, on a vu apparaître les coworkers à cette époque, 2009, on les a vus apparaître à cette époque. Et qu'est-ce qui s'est passé autour, dans le monde habituel de l'entreprise? On a vu les codes de la maison s'inviter dans l'entreprise. Et là, je pense que les codes de l'hôtellerie vont s'inviter dans la maison. Parce que si on rend des espaces, on peut avoir des moments, par exemple, où des entreprises disent « Moi, je prends cet immeuble, mais je ne veux pas payer. Dans mon loyer, je ne veux pas payer tous les espaces communs. Parce que j'en ai pas besoin. Et donc, je vais le payer à tempérance, à l'usage. Mais il va bien falloir quelqu'un qui opère ces lieux communs, ces espaces partagés. Et donc, les hôteliers ont des savoir-faire. Donc, les codes de l'hôtellerie vont sans doute s'inviter dans l'espace de bureau. Vous mentionnez les tiers-lieux comme une variable essentielle du modèle de demain, mais l'offre est aujourd'hui insuffisante. Quelles sont vos solutions, vos pistes de réflexion? C'est pas moi qu'il faut regarder. Je pense Bon. que c'est plutôt Les autres. Je peux me permettre. Il faut en développer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'idée du mini-bureau. C'est effectivement un nouveau marché qui s'ouvre. Cet espace de quartier, à mon avis, est un sujet d'avenir. Après, voilà, c'est très prospectif, on verra. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Donc, ça crée une opportunité. Il faut qu'il y ait des espaces à moins de 10 minutes, d'un quart d'heure de là où les gens habitent. Voilà, c'est... Pas facile. Oui, il y a une aspiration, il y a une demande de pouvoir travailler à mobilité douce de chez soi quand on est en télétravail, parce qu'on n'a pas envie de s'emmerder à faire une demi-heure, 1 heure de transport. Donc la demande, elle commence à apparaître. Enfin, elle commence à apparaître. Là, en septembre, lorsqu'il y a eu des enquêtes sur le sujet, quand j'ai dit tout à l'heure 60% oui au bureau, mais le reste, c'était 35% à la maison, et donc très marginalement les tiers-lieux. Pourquoi? Parce que les tiers-lieux, en réalité, n'existent pas vraiment aujourd'hui. 1700 tiers-lieux en France, 1 million de mètres carrés, c'est rien. C'est absolument rien. Surtout que 40% de ces espaces, c'est les grands espaces des coworkers en cœur de métropole. Ouais. Donc autant dire que les tiers-lieux en périphérie, c'est rien. Mais ce que je veux dire, nous, c'est qu'on a testé. Il y a quelques années, on a testé une offre qui s'appelait Blue Office chez Nexity, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'on a projeté avec des codes qui étaient les codes d'hier, c'est-à-dire des grands espaces qui fonctionnaient comme un siège, avec des tarifications qui étaient des tarifications comme des tarifications d'immeubles de bureaux. En réalité, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut faire quelque chose qui soit une consommation à l'usage. Le modèle de mini-bureau, on parle d'une tarification à 3 ou 4 euros de l'heure. Et donc, faire fonctionner un modèle comme celui-là, c'est pas simple, il faut gagner sa vie, il y a un modèle économique à inventer. Il ne suffit pas d'avoir une aspiration, un besoin, ça il y en a tout le temps. Il faut trouver le bon modèle économique pour l'opérer. Et donc on est en train de travailler dessus. Et il faut que l'entreprise demain soit prête à le payer. Parce que ce n'est pas du tout gagné qu'elle soit prête à court terme et à moyen terme à payer les 50, 100, peut-être 200 euros par mois en plus. Donc dans la facture immobilière, ça va peser, il faut justement trouver un rééquilibrage. C'est pour ça qu'on propose en même temps, mais ça on en parle à ceux qui nous gouvernent lorsqu'ils nous interrogent. Bon, on est des petites choses, les promoteurs, mais quand ils nous interrogent, on leur dit mais il y a un besoin dans le marché là-dessus, on essaye d'apporter une réponse de marché. Mais s'il y avait par exemple un ticket bureau, genre ticket restaurant, qui facilite le paiement et qui rend le paiement transparent pour le collaborateur, ça serait encore plus simple. Il se trouve qu'on commence à capter l'attention de quelques élus, donc ça va peut-être prospérer.